Dans cette troisième partie du TD, on va s'intéresser aux morphologies, aux paysages qui sont associés aux failles décrochantes. Pour cela, on va étudier une zone qui est située au nord-ouest du plateau du Tibet, en Chine, dont vous avez la localisation ici sur cette série de captures d'écran World Imagery. Vous avez également les coordonnées qui vous sont données dans le poly pour vous localiser précisément. Cette série de captures d'écran est également donnée dans le poly pour vous localiser. Donc allez dans cette région, puis ensuite, prenez 10 à 15 minutes pour l'étudier et en particulier, essayez d'identifier la faille de Kunlun, de déterminer son tracé, son orientation et son extension, c'est-à-dire sur combien de kilomètres on peut la suivre en continu. Voilà, je vous laisse 10 à 15 minutes de travail personnel. Comme d'habitude, vous faites pause à la vidéo, vous faites ce travail-là, vous identifiez la faille de Kunlun et on fait le point par la suite. Donc, si on regarde une image World Imagery que vous avez sur ArcMap, sur Google Earth, vous aurez probablement la même chose, mais avec une résolution qui est probablement moins bonne. Donc, je vous invite plutôt à utiliser World Imagery dans le cas présent. Donc, si on regarde cette image-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une série de rivières qui drainent depuis le nord, où on a des reliefs, vers le sud, où on a un bassin et une grande rivière qui s'écoule au sud de direction est-ouest. Outre ces rivières, donc on a des reliefs au nord, on a une plaine plutôt au sud, et puis on remarque entre les deux un grand linéament, une grande ligne qui traverse tout ça, qui est orthogonale à la direction d'écoulement des rivières. Je vais le souligner en rouge, mais je pense que vous l'avez tous vu, voilà. Et donc ce grand linéament, il n'est pas d'origine anthropique. Quand vous voyez quelque chose comme ça, une première question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on n'a pas ici une route, un chemin, une série de poteaux qui font des ombres, un chemin de berger, un chemin de mouton, enfin toute origine liée à l'activité de l'homme qui pourrait être interprétée comme un objet géologique. Donc faites attention à ça, posez-vous d'abord cette question, est-ce que c'est anthropique? Surtout quand on voit des lignes droites comme ça dans le paysage qui sont assez anormales. Donc la réponse ici est non, il n'y a aucune trace anthropique dans cette région-là qui est désertique, très peu habitée. Donc là, on a un objet naturel qui est rectiligne, qui fait une ligne dans le paysage. Cette ligne est séquente, orthogonale au cours d'eau, au relief. Voilà, donc là, on a quand même un certain nombre d'arguments, d'observations qui permettent de suggérer qu'ici, on a une grande faille. Maintenant, posons-nous la question de savoir l'extension de cette faille. Alors, si on regarde à plus grande échelle, là, vous avez une capture Google Earth qui vous permet de prendre du recul. Le site d'étude qu'on vient de regarder se trouve ici, à peu près. Donc la faille, on la retrouve, je vais la souligner ici, on retrouve ce trait de couteau, ce linéament très net dans le paysage, vraiment sur une longue distance. Alors là, on est un peu loin, donc on voit moins bien, mais si vous zoomez dans cette région-là, vous allez voir également la continuité de la faille. Donc cette faille-là a une continuité assez importante, elle s'étend sur plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres. C'est une faille majeure en Asie, d'échelle lithosphérique. Et donc s'il y a des séismes sur cette faille-là, vu son extension, ça peut générer des séismes très importants. Alors même si on est dans une région peu peuplée, il y a quand même quelques grosses villes à l'ouest du plateau tibétain, et donc il est important de caractériser l'activité de ce genre de faille. En termes de direction, on n'en a pas parlé, mais on a une direction qui est à peu près est-ouest pour cette grande faille de Kunlun. Voilà, maintenant on va s'intéresser aux objets morphologiques, aux formations superficielles qui sont recoupées par cette faille dans le but de caractériser ces mouvements récents et de savoir s'il s'agit d'une faille active ou non qui pourrait générer des séismes importants. Voilà. Donc je vous laisse 10 à 15 minutes de travail personnel pour étudier les formations superficielles qu'on a autour de cette faille, voir quel type de formations sont éventuellement recoupées par cette faille pour encore une fois caractériser son activité, voir si elle a des mouvements qui sont récents. Donc je vous laisse travailler par vous-même, regardez sur Google Earth, regardez sur World Imagery et puis on fait le point dans 10 minutes
Donc comme d'habitude, vous faites pause et puis vous travaillez par vous-même. À tout de suite. Donc si on fait le point sur les différentes formations superficielles qui sont recoupées par la faille, il y en a. Donc ça suggère que cette faille est une faille d'activité récente. Alors lesquelles sont-elles? On a tout d'abord, si on prend un peu de recul par rapport à la faille, là qui est soulignée par des flèches rouges, donc si on prend un peu de recul, on voit un certain nombre de rivières qui drainent les reliefs qui sont situés au nord, et ces reliefs, en arrivant pas très loin de la faille, on a une rupture de pente assez importante, et donc on va former des cônes alluviaux. Là j'en ai souligné un, mais si vous baladez tout le long de la faille, tout le long des reliefs, vous allez en voir un certain nombre qui sont relativement emboîtés. Donc parfois ils ne sont pas faciles à identifier, mais il y en a quand même un certain nombre. On peut en souligner le début d'un autre. Là, j'ai coupé l'image sur la gauche, mais on a le début d'un autre cône qui est là. Ces cônes viennent se déverser dans une grande rivière qui s'écoule d'est en ouest qu'on a au sud de cette carte. Donc première grande famille de formations superficielles qui sont recoupées par la faille, ce sont des cônes alluviaux. Donc ces cônes alluviaux sont d'origine et, et d'âge récent, et donc la faille est probablement active récemment. Associé à ces cônes alluviaux, eh bien, on a également des terrasses alluviales, puisqu'on a un certain nombre de grands replats qui sont situés en altitude supérieure par rapport au fond de la rivière, une altitude qui est bien trop importante pour correspondre à une plaine alluviale. Donc des grands replats, je vais vous en souligner un qui est assez net ici, là, en rouge. Voilà, on a un grand replat ici, je le continue là, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a un grand replat, et si on regarde sur ce grand replat, encore une fois, en zoomant, vous allez avoir des traces d'anciens chenaux. Donc on a ici un lit préservé de la rivière qui est situé en altitude par rapport au fond de la rivière active, donc il s'agit bien d'une terrasse alluviale. Et cette terrasse est recoupée par la faille de la même manière que cette faille recoupe les cônes alluviaux. Donc on a cône alluvial et terrasse qui sont recoupés par cette faille. Une petite photo de terrain faite par des collègues de Strasbourg qui ont fait étudier cette faille à cet endroit-là vous illustre un peu mieux la présence des terrasses. On les voit un peu mieux que sur image satellite. Vous avez la rivière qui est en haut à gauche, ici, là, en bleu. Et puis on voit donc un certain nombre de replats avec la faille qui passe à peu près ici. Et donc tous ces replats sont des terrasses alluviales, donc des témoins préservés d'un ancien lit de la rivière. Voilà pour les formations superficielles qui sont recoupées par cette faille. La conclusion importante, c'est qu'il y en a, et donc que cette faille est active récemment. Et dans la fin du TD, on va essayer de quantifier cette activité.